Bienvenue à tous pour cette nouvelle discussion où on va se plonger dans un film, vraiment un film coup de poing, une œuvre qui a secoué son époque, Midnight Express. Ah oui, Midnight Express, sorti en 78, réalisé par Alan Parker, un film qui a tout eu. Les Oscars, le succès public, énorme succès en France d'ailleurs, hein. Énorme, mais aussi, dès sa sortie, une source de controverse intense. Ça n'a pas arrêté depuis, en fait. C'est ça qui est fascinant. Un film qui divise, qui provoque. Alors pour en parler, on s'est appuyé sur pas mal de sources, notamment la page Wikipédia francophone qui est très complète, et diverses analyses critiques. L'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre, de décortiquer Midnight Express. Son histoire, qui est basée sur des faits réels, sa fabrication, et puis bien sûr, cette réception houleuse et son héritage compliqué. Commencez. C'est celle de William Hayes, Billy, un jeune étudiant américain. Oui, En 1970, il est à Istanbul, et là, à l'aéroport, il se fait penser. mauvaise idée, très mauvaise idée. Il essayait de passer avec 2 kilos d'hachiche. Collé sur lui, c'était, disons, pas le meilleur plan. Clairement pas. Surtout à ce moment-là, contexte politique tendu, contrôle strict. Bref, ce qui devait être une petite aventure tourne au cauchemar. Il est arrêté, direct en prison. Sam Al-Gillar. Et là, c'est le début de la descente aux enfers, vraiment. C'est ça. Mais le pire, c'est pas encore ça. Le vrai coup de massue, c'est sa peine. Ah oui, la condamnation. Au début, c'était quoi, 4 ans Oui, voire ouais. détention, simple détention. Voilà, 4 ans et quelques mois. Sauf que, coup de théâtre, si on peut dire, le procureur fait appel. Pourquoi? Pour des raisons politiques, en partie oui, volonté de faire un exemple, contexte tendu avec les US sur les questions de drogue. Bref, la Cour de cassation turque annule le premier jugement et le condamne pour trafic. Et là, la peine, Elle explose. 30 ans. 30 ans de prison. 30 ans, c'est inimaginable. Le choc que ça a dû être. Complètement. Et c'est vraiment ce basculement qui est au cœur du film. La perte de tout espoir, la confrontation à un système qui lui semble totalement arbitraire et écrasant. Et le film nous plonge dans cette prison, décrite comme terrifiante, avec des personnages assez forts. Oui, des personnages clés. Il y a ses compagnons de galère, Max par exemple. John Hurt, incroyable dans ce rôle. Magistral. L'anglais un peu intello, toxico, qui lui explique les codes de la prison. Il y a Jimmy aussi, l'américain joué par Randy Quaid, plus impulsif, plus enragé. Et de l'autre côté, les figures de l'oppression, le gardien Amidou. Paul L. Smith, l'incarnation de la brutalité sadique, une figure vraiment marquante, terrifiante. Et Rifki, l'informateur, Paolo Bonazzelli. le traître, le symbole de la corruption interne. Exactement. Et au milieu de tout ça, Billy Hayes, joué par Brad Davies. Une performance. Incroyable d'intensité. On sent qu'il est allé très loin. Et il y a Suzanne, sa petite amie, Irène Miracle. Sa visite en prison, c'est un moment. C'est une scène cruciale, oui. Très forte émotionnellement. C'est à la fois un souffle d'air frais, l'amour qui persiste, mais ça souligne aussi le désespoir. Le film est jalonné de moments très durs. L'arrestation, l'annonce des 30 ans, les tentatives d'évasion qui échouent. C'est là qu'on entend parler du Midnight Express. Oui, c'est l'argot de la prison pour l'évasion. La seule porte de sortie, l'espoir fou. Mais ça semble impossible. Le film montre aussi Billy qui craque, hein. Il sombre psychologiquement. Ah oui, il y a une vraie dégradation. Il fait un séjour à l'asile de la prison après une explosion de violence terrible contre Rifki d'ailleurs. C'est très violent. Très. Et puis il y a cette fin, très connue, l'évasion finale. Où il tue Amidou, le gardien sadique. Accidentellement, dans le film, après une agression de Hamidou, il prend son uniforme et il sort. Une scène très forte, mais c'est là qu'on arrive au point sensible. Ce n'est pas ce qui s'est passé en vrai. Pas du tout. Et c'est fondamental. Le film est tiré de l'autobiographie de Billy Hayes, coécrite avec William Hoffer, sortie en 1977. Mais Oliver Stone, le scénariste, Il a pris de sacrées libertés. d'énormes libertés. Il l'a reconnu lui-même bien plus tard. La vraie évasion de Billy Hayes, c'était en 1975. Pas de Sam Al-Gillar. Il avait été transféré dans une prison sur une île, Ah bon? oui, et il ne s'est pas évadé en tuant un garde et en se déguisant. Il s'est échappé lors d'un transfert par bateau, puis à la nage, et il a passé la frontière grecque. Donc la fin du film, avec le meurtre du béard et le déguisement, c'est une invention pure. Une dramatisation.
très forte, qui change pas mal de choses sur la perception du personnage de Hayes aussi d'ailleurs. C'est clair. Et ça explique en partie le choc provoqué par le film. Mais revenons un peu en arrière. Comment ce projet a-t-il démarré? On a Alan Parker à la réal, pas encore la star qu'il deviendra. Et Oliver Stone au scénario, quasi inconnu à l'époque. C'est ça. Stone avait écrit un scénario qui circulait un peu, Parker tombe dessus. Et là, coup de foudre. Il est saisi par la puissance de l'histoire. Il voit le potentiel cinématographique énorme. Et pour le rôle principal, Billy Hayes. Ce n'était pas Brad Davis le premier choix. Si. Non, Columbia Pictures, le studio, pensait plutôt à des stars montantes comme Richard Gere ou même John Travolta. Ah oui, quand même. Mais Parker et les producteurs David Putnam et Peter Guber, ils ont insisté pour Brad Davis. Pourquoi lui? Il avait quoi de spécial? Ils cherchaient une certaine vulnérabilité. Quelqu'un qui puisse montrer cette transformation du jeune Américain, un peu naïf, à cette bête traquée par la prison. Et Davis? Il livre une performance hallucinante. Totalement. Mais ça l'a marqué profondément. Apparemment, il a eu beaucoup de mal à sortir de ce rôle après. On imagine. Et le tournage lui-même, j'imagine que ça n'a pas dû être une partie de plaisir. Pas vraiment, non. Déjà, impossible de tourner en Turquie. Le gouvernement a refusé net, Ils sentaient venir le coup. sans doute. Du coup, direction Malte. C'est le fort Saint-Elme à la Valette qui a servi de décor pour la prison. Et les conditions? Très dur. 53 jours de tournage, 6 jours sur 7. Une chaleur humide, écrasante. Le sujet était lourd. L'ambiance sur le plateau apparemment était assez tendue. Parker a dit lui-même qu'il avait poussé les acteurs, surtout Davis, pour obtenir cette rage, ce désespoir. Ça a dû jouer sur le rendu final, cette atmosphère. Sûrement. Et puis il y a ce détail absolu. Comme il ne pouvait pas avoir d'acteurs turcs, Ils ont pris qui? des Maltais, des Italiens, des Grecs, des Arméniens pour jouer les Turcs. Ce qui, plus tard, alimentera aussi la polémique sur la représentation. Bien sûr. Et puis, il y a un autre élément absolument clé du film. Incontournable. La musique. Ah, la musique de Giorgio Moroder. Iconique. Même si on n'a pas vu le film, on connaît ce thème. C'est une petite révolution en soi. Au départ, Parker n'était pas chaud du tout pour de la musique électronique. Il pensait plus à Vangelis, par exemple. Ah oui. Mais Moroder, qui était le roi du disco à l'époque, il a proposé ces nappes synthétiques angoissantes, puissantes. Le thème Chase, c'est devenu un classique instantané. Et ça a marché. Oscar de la meilleure musique. Oui, et c'était historique. La toute première fois qu'une BO entièrement faite sur synthé gagnait l'Oscar. Ça a ouvert la voie à plein de choses. Et il y a cette anecdote un peu folle. Jacques Messrine. Oui, c'est assez dingue. Apparemment, sur la cassette audio qu'il a enregistrée juste avant de mourir en 79, il y avait des extraits de la BO de Midnight Express. Incroyable. Autre point intéressant sur la production, le budget. Il était assez limité, non? Oui, environ 2,3 millions de dollars. Modeste, même pour l'époque. Et ça aurait eu un impact sur la fin du film? Sur le choix de cette évasion inventée? C'est une des explications avancées, oui. Recréer l'évasion réelle de AS avec le bateau, le transfert, ça aurait peut-être coûté plus cher, logistiquement plus compliqué, alors que la scène de l'évasion déguisée pouvait se tourner dans les décors de la prison à Malte. Bon, tout ça nous amène à la sortie du film. Et là, c'est quoi dingue? Le grand écart total. C'est exactement ça. D'un côté, un triomphe. Les critiques, dans l'ensemble, sont très positives. On salue la mise en scène, les acteurs, la musique. Et le public suit massivement. Énormément. 35 millions de dollars juste aux USA. Et en France, c'est un raz de marée. Presque 6 millions d'entrées, numéro 1 du box-office en 78. Le film est resté à l'affiche des années. Les prix suivent, logiquement. On a parlé des 2 Oscars. Scénario adapté pour Stone, musique pour Moroder, mais aussi 6 Golden Globes, dont le prestigieux meilleur film dramatique, 3 BAFTA en Angleterre. Le film est acclamé par l'industrie. Mais il y a un mais. Dès le début, à Cannes, en mai 78, Voilà, le film est présenté en compétition pour la Palme d'Or. Et là, l'autre face de la médaille apparaît tout de suite, la polémique démarre là. instantanément. Le film choque, sa violence, sa crudité. Certains le trouvent scandaleux. Des critiques commencent à parler de vision manichéenne, de xénophobie même. Le public applaudit à la fin de la projo, mais la controverse est lancée. Et elle va vite dépasser le cinéma. Ça devient une affaire diplomatique, c'est ça, hein? Carrément. Le gouvernement turc réagit très violemment. Il condamne officiellement le film. Il le qualifie de quoi? De raciste, de propagande anti-turque. Il dénonce les stéréotypes, l'image dégradante du pays, de son peuple, de son système judiciaire. Et ça a eu des conséquences concrètes? Ah oui,
L'image de la Turquie à l'étranger en prend un sacré coup. Le tourisme chute, les relations avec les États-Unis se tendent encore plus, et bien sûr, le film est interdit en Turquie. Jusqu'à quand? Il faudra attendre 1993 pour qu'il soit autorisé. Et encore, dans une version censurée. Qu'est-ce qui, dans le film, a été spécifiquement pointé du doigt comme étant raciste ou caricatural par les Turcs? C'est surtout la représentation des personnages turcs. En gros, ils sont tous, ou presque, dépeints comme corrompus, violents, sadiques, incompétents. Amidou, le gardien, C'est l'archétype du bourreau? était sûrement très dur en vrai, sont montrés d'une façon qui suggère une sorte de barbarie spécifiquement turque. Et le fait que ce soit des acteurs non turcs qui jouent ces rôles. Ça a pu renforcer ce sentiment de regard extérieur et caricatural. Exactement, ça n'a pas aidé, disons. Et face à cette vague de critiques, comment ont réagi les créateurs du film au fil du temps? Parker, Stone, Hayes? Les positions ont un peu bougé. Alan Parker, lui, a toujours défendu son film. Pour lui, c'est un drame sur un individu face à un système, pas une attaque contre un peuple entier. C'est un film de son époque, dit-il. Et Oliver Stone? Stone, c'est différent. Il a fait une sorte de mea culpa, assez spectaculaire d'ailleurs. En 2014, il est allé en Turquie. Et là, publiquement, il a exprimé ses regrets. Il a dit quoi? Qu'il avait surdramatisé le scénario. Qu'il avait trop diabolisé les Turcs. C'était assez fort comme déclaration. Et Billy Hayes lui-même? Celui par qui tout est arrivé. Son cas est peut-être le plus touchant. Oui. Il est retourné en Turquie aussi, en 2007, invité pour une conférence. Et là? Il a présenté des excuses formelles au peuple turc pour l'image négative véhiculée par le film. Il a dit que ça ne correspondait pas à toute son expérience, qu'il avait aussi rencontré des gens bien là-bas. Ah oui. Oui. Et qu'il regrettait les dégâts causés par le film. Il a expliqué qu'à l'époque du livre, il était jeune, il avait peur, et que le film avait encore amplifié tout ça. C'est fou cette histoire. Il y a un documentaire d'ailleurs là-dessus, non? Oui. Midnight Return, The Story of Billy Hayes and Turkey, sorti en 2016, il montre bien comment Hayes a vécu pendant des décennies avec cette image de héros anti-turc, qui lui a valu une haine féroce en Turquie alors que lui-même ne se reconnaissait pas complètement dans le film et ses excès. C'est incroyable de voir le poids qu'une fiction, même inspirée du réel, peut avoir sur la politique, la culture, pendant si longtemps. Si on met de côté cette énorme controverse, qu'est-ce qui fait la force du film, cinématographiquement parlant? Au-delà de la polémique, il y a des thèmes universels très puissants qui expliquent aussi son impact. La survie en milieu hostile, la résilience humaine face à l'horreur, la quête de liberté, de dignité. Même quand tout semble perdu. Exactement. Et puis il y a cette question sur la justice, la loi, l'humanité ou l'inhumanité des prisons. Même si, dans le film, c'est présenté de manière très orientée. Et comment Parker filme tout ça? Son style visuel est assez marquant. Ah oui, c'est très viscéral. La photo de Michael Cérésine est sombre, les couleurs sont souvent sales, désaturées. Ça crée une atmosphère vraiment oppressante, Et les cadrages? très serrée. Surtout sur le visage de Brad Davis, pour qu'on ressente sa claustrophobie, son isolement, sa peur, puis sa rage. C'est très physique comme mise en scène. Les scènes de violence sont brutales, directes. C'est ça qui participe au choc, j'imagine. Oui, Parker cherche vraiment à nous immerger dans l'expérience de Billy, sensoriellement, psychologiquement. C'est ce qui fait que le film reste puissant, même en connaissant ses libertés avec la réalité. Tiens, d'ailleurs, avant de conclure, il y avait ce petit détail amusant, sur la représentation, l'histoire du fez. Ah oui, le fez. C'est un anachronisme assez flagrant. On voit dans le film des personnages turcs, des officiels, des gardiens parfois, porter ce chapeau rouge, le fez. Et alors? Le fez, il a été interdit en Turquie par Atatürk en 1925. Ah oui, c'est vrai. Dans le cadre de la modernisation, de la laïcisation. Exactement. Donc voir des fez en 1970 en Turquie, c'est historiquement complètement faux. C'est un détail, mais ça renforce peut-être l'idée d'une vision un peu cliché ou mal informée. Disons que ça montre une certaine distance, peut-être involontaire, avec la réalité turque de l'époque. Ça peut participer à cette image un peu figée, un peu orientaliste pour certains. D'accord. Alors, si on essaye de faire une synthèse, comment on résume l'héritage de Midnight Express aujourd'hui? C'est vraiment une œuvre à double face. D'un côté, on ne peut pas nier que c'est un film marquant, un classique du genre carcéral, une réalisation forte, l'interprétation habitée de Brad Davis, cette musique incroyable, son impact émotionnel, il est là. Indéniable. Mais de l'autre côté? De l'autre côté, on ne doit pas l'isoler de la controverse.
Il faut absolument garder en tête cet écart entre le film et l'histoire vécue par Hayes. Il faut entendre les différentes voix. Parker qui défend son film, Stone et Hayes qui expriment des regrets sur la forme et les conséquences. Et surtout, il faut entendre la réaction turque, la blessure face à une représentation jugée injuste et caricaturale. Un film qui a donc laissé une trace très profonde dans le cinéma, mais aussi bien au-delà dans les relations internationales. C'est assez rare à ce point. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une question plus large qui se pose souvent avec les films inspirés de faits réels, surtout quand ça touche à d'autres cultures, à des sujets sensibles. Oui. Jusqu'où l'art peut aller? Jusqu'où il peut transformer la réalité pour servir à un but dramatique? Où est la limite entre la liberté de créer et la responsabilité éthique, disons? Surtout quand cette transformation a des effets aussi concrets, aussi durables sur la façon dont on perçoit tout un peuple, tout un pays. Vaste question. Pas de réponse simple, évidemment, mais une question essentielle sur le pouvoir des images et la responsabilité de ceux qui les créent. De quoi continuer à réfléchir, c'est sûr.